Claudine Razemamounti, condamnée pour détournement de fonds publics, serait à nouveau active en bénéficiant discrètement de marchés publics sous le régime actuel, selon les dernières nouvelles. De son côté, Romivo Sandianarsou, ancienne directrice de cabinet impliquée dans une affaire de corruption au Royaume-Uni, occuperait aujourd'hui des fonctions officieuses au sein de l'État. Adjoint Narville, ancien ministre de l'aménagement du territoire, a rappelé que le bail amphithéotique octroyé à Queen Madaland pour l'exploitation de terres à Sakati a été annulé en 2019 par arrêté officiel. De son côté, le gouverneur de la région Diana a publiquement soutenu l'attribution des 17 hectares à l'entreprise. De l'actualité internationale, le bilan de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue a franchi mercredi le cap de la centaine de morts, avec 113 tués, dont la star du Meringue, Ruby Perez, et les équipes de secours continuent de fouiller les décombres. Claudine Razemamounti et Romivo Sandianarsou seraient de nouveau actives au sein du régime actuel, selon les dernières nouvelles. Une information qui soulève l'indignation, tant ces deux figures ont marqué l'actualité judiciaire de la dernière décennie. L'affaire Claudine Razemamounti reste l'un des plus grands scandales de corruption à Madagascar. Proche de plusieurs anciens hauts responsables, elle avait obtenu des marchés publics d'une valeur de plusieurs milliards d'ariages pour la construction d'écoles, de bureaux communaux et d'équipements publics. Mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Elle s'est notamment rendue célèbre pour le détournement de subventions exceptionnelles destinées à des communes, comme dans l'affaire d'Ambouimamassen. Après des enquêtes menées par le Bianco et le pôle anticorruption, elle a été arrêtée au Palais des Sports de Mahamassen en avril 2017, puis condamnée et incarcérée. Aujourd'hui, selon des informations fiables, Claudine Razemamounti serait un nouveau bénéficiaire de marchés publics, bien que son implication soit savamment dissimulée, alors qu'elle était autrefois présente dans la fourniture de matériel et la construction de bâtiments administratifs. Elle se repositionne désormais dans le secteur des infrastructures routières. Beaucoup s'interrogent si cette affaire n'est liée à la généralisation des procédures de gré à gré dans l'attribution des marchés publics. De son côté, Romivo Sandianarsou, ancienne directrice de cabinet de la présidence et impliquée dans une affaire de corruption au Royaume-Uni, continue également de graviter autour du pouvoir. Elle a elle-même affirmé, lors d'un entretien sur TV5 Monde, qu'elle conservait des liens avec Andra Twill. D'après nos sources, elle occupe aujourd'hui des fonctions officieuses au sein de l'État malgache depuis sa sortie de prison, sans qu'aucun décret officiel ne le confirme. Cela relance les interrogations sur certains blocages persistants, comme le retard de publication du décret d'application du nouveau code minier. L'inaction des institutions judiciaires malgaches dans l'affaire Romivos intrigue également. Certains y voient une volonté de protéger les figures proches du pouvoir en dépit de leur antécédent judiciaire. Dans de nombreux pays engagés dans une démarche de bonne gouvernance, toute personne reconnue coupable de corruption ou de détournement de fonds publics est écartée des marchés et des fonctions publiques, soit par décision judiciaire, soit par exclusion des appels d'offres. À Madagascar, tant que l'état de droit ne sera pas une réalité et que ces pratiques persisteront, le slogan du Madagascar Tmetsmajus, prôné par Andra Twill, restera un vœu pieux. Le bail amphithéotique des terres que la société Green Madaland envisage d'exploiter sur l'île de Sakati a été annulé en 2019, a rappelé Adjoint Narville, ancien ministre de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, dans une déclaration sur ses réseaux sociaux. Il affirme que toutes les actions qu'il a entreprises dans l'intérêt de la nation sont traçables. Ce dernier a toujours tenté de travailler pour le bien public, selon lui, et ce, malgré les nombreux obstacles. Il a rappelé que dans le pays, on sait toujours qui a fait quoi. Il a assuré avoir œuvré durant son mandat au respect de l'état de droit, ce qui l'a conduit à annuler plusieurs attributions illégales de terrain, dont celles accordées à Queen Madaland, à Sakati, Nuspe et Thomassen. Il a souligné qu'il n'avait jamais été corrompu et qu'il ne céderait jamais l'intérêt général contre des avantages personnels. À l'appui de ses propos, il a présenté l'arrêté numéro 27227/2019
2019-MHTP, en date du 29 novembre 2019, officialisant l'annulation de ce bail. Cet arrêté est toujours en vigueur, en cas décret ni décision du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire n'étant venu l'abroger. Pourtant, lors de nouvelles sollicitations adressées ce jour au ministère, nos journalistes n'ont obtenu aucune réponse claire. Les responsables se sont retranchés derrière le communiqué publié dimanche dernier qu'ils considèrent comme la seule référence officielle. Un communiqué pourtant ambigu, sujet à caution et qui soulève de nombreuses interrogations. Il évoque par exemple une autorisation datée de 2018 alors que les documents officiels indiquent qu'elle a été signée le 18 août 2016. Mais qu'il s'agisse de 2016 ou de 2018, cette autorisation n'a aujourd'hui plus de valeur légale car elle a été expressément annulée par l'arrêté ministériel susmentionné. Dans ce contexte, on attendait du gouverneur de la région Diana qu'il apporte des éclaircissements sur le projet controversé d'Abbas Ndava Sakati. Or, sa conférence de presse a surtout servi à justifier des violations manifestes de la loi et des droits fondamentaux. Il a confirmé l'attribution des 17 hectares de terrain à l'entreprise Green Madaland sans fournir la moindre explication sur la situation des habitants directement affectés, ni sur leur relogement, ni sur la perturbation de leurs activités économiques, ni sur les éventuelles indemnisations. Cette posture alimente les inquiétudes. Les gouverneurs apparaissent de plus en plus comme des défenseurs d'un régime, plutôt comme les garants de la protection des populations qu'ils sont censés représenter. Alors qu'ils devraient incarner des figures d'autorité bienveillantes au service des citoyens, ils semblent persister à soutenir un projet illégal au mépris du droit et de la dignité humaine. Des rumeurs font état d'un complot visant à écarter le député Siten Rajena Sulnek de son poste de 7e vice-président de l'Assemblée nationale. En cause, sa volonté partagée avec d'autres députés du groupe Firasakin de tenir une réunion de reddition de comptes avec les habitants de Touliar, une initiative qualifiée d'illégale par certains élus. Selon ces rumeurs, le bureau permanent de l'Assemblée aurait reçu des instructions pour le destituer non seulement de sa fonction de vice-président, mais également de son mandat de député. Pourtant, a rappelé l'intéressé, ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif n'ont constitutionnellement le pouvoir de le démettre ainsi de ses fonctions. Le député de Touliar a réaffirmé ce jour sa détermination à aller à la rencontre de ses électeurs en toute légalité. Il ne devrait y avoir aucun obstacle à l'exercice de ce droit, a-t-il souligné. Tout en dénonçant une politique de deux poids, deux mesures, certains députés peuvent s'adresser librement à leurs électeurs, tandis que d'autres sont systématiquement entravés par les forces de l'ordre. La note de Madagascar s'est améliorée selon les résultats de l'inspection menée par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, dans le cadre du Programme universel d'audit de sûreté, USAP, réalisé en janvier dernier. Alors que le pays avait obtenu un score de 41,22% lors de l'USAP 2013, il a atteint 67,07% lors de l'édition 2025. En d'autres termes, de dernière sur 19 pays africains évalués à l'époque, Madagascar se hisse désormais à la 12e place. Il y a eu entre 8 et 9 étapes, à commencer par l'amélioration des textes et des réglementations, qui a constitué la première phase. En effet, les réalités de 2013 ne sont plus celles d'aujourd'hui. Depuis, des avancées notables ont été enregistrées, tant au niveau de l'aéroport que des infrastructures, qui ont été modernisées. Du personnel supplémentaire a également été recruté pour assurer les contrôles, et des formations ont été dispensées. Tous ces efforts combinés nous ont permis d'atteindre les résultats actuels. Malgré cette progression et les résultats encourageants au sein de l'ACM, de nombreuses lacunes persistent dans le secteur du transport aérien national, notamment des tarifs jugés trop élevés, source de nombreuses plaintes de la part des usagers.
D'après d'anciens opérateurs du secteur, les pays étaient nettement plus abordables à l'époque de Madagascar Airways, en dépit d'un coût de carburant déjà élevé. À titre d'exemple, la liaison Mahajanga-Tananarivo pouvait alors être proposée à 200 000 lariari. En période de forte affluence, les prix avaient même tendance à baisser, contrairement à la tendance actuelle. Il rappelle également qu'il existait des vols vers les Comores, aujourd'hui suspendus depuis la liquidation de Madagascar Airways par le gouvernement. L'ouverture à une concurrence loyale et la libéralisation du secteur sont les véritables leviers de développement, affirme-t-il, et les faits leur donnent raison. Mais la question demeure, les dirigeants et responsables concernés tireront-ils les leçons du passé pour faire décoller durablement le transport aérien malgache? Ou bien l'amélioration amorcée par l'ACM, malgré ses bons résultats, restera-t-elle sans lendemain? La note de Madagascar en matière de transparence dans la gestion des fonds publics continue de se dégrader selon les dernières données de l'International Budget Partnership ou IBP. L'un des principaux griefs concerne l'absence d'informations accessibles, même les plus basiques, sur le budget de l'État à destination du grand public. Il est pourtant essentiel que le gouvernement informe de manière claire et détaillée la population sur les emprunts contractés en son nom. Ces dettes ne sont pas engagées au nom des dirigeants, mais bien de l'ensemble du peuple malgache. De la même manière, la destination de ces fonds, une fois débloqués, ainsi que les modalités de leur utilisation, doivent être connues. Or, les justifications données par les dépenses publiques restent floues, souvent rédigées en termes vagues qui empêchent tout suivi rigoureux. Le gouvernement malgache emprunte cet argent au nom donc des citoyens malgaches. Donc il est de notre devoir de faire en sorte que les populations et les citoyens globalement à travers la société civile connaissent le budget et connaissent également le rôle fondamental que le budget peut jouer dans le changement donc de leur aspiration socio-économique. Alors la société civile donc a besoin d'être renforcée sur le cycle budgétaire. Donc le cycle budgétaire globalement comprend 4 étapes. Il y a l'étape d'élaboration, l'étape d'adoption, l'étape d'exécution et l'étape d'évaluation. Alors aujourd'hui, nous sommes venus approfondir un peu l'étape exécution du budget puisque c'est une étape importante. Ce manque de transparence s'accompagne d'un défaut de hiérarchisation des priorités selon le besoin réel de la population. En théorie, ces priorités devraient se refléter clairement dans la loi de finances. De la pratique, il en va tout autrement. Les annonces sont nombreuses, les discours prometteurs, mais les allocations budgétaires ne suivent pas. La protection de l'environnement est qualifiée de priorité, mais ne reçoit que moins de 5% du budget. Les secteurs stratégiques censés soutenir le développement national, comme l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, la santé, l'énergie ou l'industrialisation, voient au contraire leur budget réduit ces dernières années. De nombreuses recommandations ont été formulées par les acteurs de la société civile et les partenaires techniques, mais elles restent lettres mortes. Le gouvernement continue de gérer les fonds publics selon ses propres critères, sans tenir compte des propositions visant à renforcer la transparence et l'efficacité. C'est dans ce contexte que Miss Tatao, en collaboration avec l'IPB, a organisé ce jour un atelier. L'objectif, inciter les responsables à prendre en compte les recommandations déjà émises et à amorcer enfin un véritable changement dans la gestion des ressources publiques. La commune d'Alassour procédera à l'expulsion des commerçants de rue du marché d'Agadjetumb à partir de demain. Selon les vendeurs, ils ont été convoqués aujourd'hui à la commune où ils ont appris qu'ils seraient expulsés. Par ailleurs, aucun lieu de relogement n'a encore été communiqué aux vendeurs, ce qui les incite à ne pas quitter leur emplacement de vente. Nous n'acceptons pas, car c'est ce petit commerce qui nous fait vivre. Si on nous déplace vers les marchés, qui viendra acheter nos maigres articles là-bas? Pour rappel, la commune urbaine de Tananarivo avait déjà tenté un réaménagement similaire à Analakiri, mais s'était heurté à une forte opposition des commerçants de rue. Finalement, un compromis avait été trouvé. Les vendeurs ont été autorisés à rester sur place, sous certaines conditions et restrictions. Reste à savoir si la commune d'Alassour adoptera une approche similaire fondée sur le dialogue, ou si elle choisira de maintenir sa position ferme, s'interrogent les observateurs.